À cette troisième session de formation concernant les fondamentaux du droit de la concurrence. Donc, lors des précédentes sessions de formation, nous avons vu quelles sont les règles applicables en matière de droit des pratiques anticoncurrentielles. Aujourd'hui, nous verrons quelle est la procédure qui est suivie par les autorités de la concurrence pour mettre en œuvre ces règles, et ensuite quelles sont les règles applicables au contrôle des concentrations. S'agissant de la procédure devant les autorités de concurrence, nous commencerons par évoquer les enquêtes et les perquisitions de concurrence, puis on abordera la procédure d'instruction et de décision qui est suivie par les autorités. Alors tout d'abord, les contrôles et les perquisitions de concurrence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités de concurrence disposent d'un éventail d'outils qui leur permettent de détecter les pratiques anticoncurrentielles. Le premier outil dont elles disposent, c'est la surveillance du marché. Les autorités de concurrence peuvent surveiller le marché et, lorsqu'elles détectent des pratiques qui leur paraissent suspectes, s'autosaisir et pouvoir investiguer ces pratiques. Par exemple, si les rapporteurs voient sur M6 une émission de télévision dans laquelle les hôteliers évoquent un système formidable qu'ils ont trouvé qui leur permet d'éviter la sous-capacité des chambres, ça peut déclencher une enquête de l'autorité de la concurrence. Deuxième moyen de détecter une pratique anticoncurrentielle, ce sont les saisines, les plaintes, donc notamment par des entreprises concurrentes ou des entreprises victimes qui vont saisir l'autorité de la concurrence d'une plainte et une plainte que l'autorité va ensuite investiguer. Troisième outil de détection, ce sont les échanges d'informations entre la Commission et les autorités nationales de concurrence. Puisque au sein de l'Union européenne, dès qu'une autorité de concurrence enclenche une enquête, elle en informe les autres autorités de concurrence des États membres et la Commission européenne. Donc ça va pouvoir donner l'idée à une autorité de concurrence de surveiller plus particulièrement un secteur et d'investiguer certaines pratiques. Quatrième outil, c'est la procédure de clémence qu'on a vue la semaine dernière. Donc c'est une procédure qui permet aux participants à un cartel de dénoncer cette pratique auprès de l'autorité de la concurrence afin de bénéficier d'une exonération d'amende. Et donc ça va permettre à l'autorité de détecter un cartel et d'instruire cette pratique, d'alimenter son dossier. Enfin, dernier outil, ce sont les enquêtes de concurrence que l'on va voir aujourd'hui. Et les enquêtes de concurrence avec la procédure de clémence, ce sont les deux principaux outils qui permettent aux autorités de concurrence aujourd'hui de détecter des pratiques anticoncurrentielles. Ce sont des outils qui peuvent aller de pair, puisque une entreprise peut par exemple dénoncer un cartel afin de bénéficier de la procédure de clémence. Et à ce moment-là, l'autorité de la concurrence va pouvoir faire des perquisitions dans les autres entreprises qui ont participé à ce cartel. À l'inverse, la procédure peut commencer par une perquisition de concurrence. Donc l'autorité de la concurrence va faire des perquisitions dans un secteur, dans plusieurs entreprises, et l'une d'elles, ou plusieurs, vont aller voir l'autorité de la concurrence pour dénoncer le cartel et essayer de bénéficier du programme de clémence. Donc aujourd'hui, ce sont vraiment les deux principaux outils qui permettent à l'autorité de détecter des pratiques et d'instruire, d'investiguer les pratiques anticoncurrentielles. Alors, les enquêtes de concurrence, donc on va les voir à la fois s'agissant de la Commission européenne, qui est compétente en cas d'infraction au droit européen, et puis on va voir également les enquêtes de l'autorité de la concurrence française et de la DGCCRF, qui a une compétence résiduelle en la matière. Alors, il faut savoir qu'en France, on a deux types d'enquêtes possibles. Le premier type d'enquête, c'est l'enquête simple. Donc l'enquête est dite simple dans la mesure où les moyens d'investigation des enquêteurs sont un petit peu moins poussés et ce type d'enquête ne requiert pas d'autorisation préalable du juge. Contrairement à l'enquête lourde, qui est une enquête qui va nécessiter une autorisation judiciaire préalable, puisque les enquêteurs ont des moyens d'investigation qui sont beaucoup plus poussés et beaucoup plus intrusifs. Donc, dans le vocabulaire des autorités de concurrence, on parle d'enquête lourde ou d'opérations de visite et saisie, d'OVS, mais en réalité, ça correspond vraiment à de véritables perquisitions de concurrence. Donc, dans la suite de la présentation, on parlera plus simplement de perquisition de concurrence quand on vise les enquêtes lourdes. Alors, il faut savoir que les autorités de concurrence, elles ont l'opportunité de décider d'ouvrir une procédure d'enquête, un choix discrétionnaire. Et de la même manière, elles ont également un choix discrétionnaire entre l'ouverture d'une enquête simple ou d'une enquête lourde.
Ces deux types d'enquêtes ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Donc l'autorité peut tout à fait décider de faire une enquête simple ou une enquête lourde, ou même les deux, alternativement. L'autorité peut par exemple commencer par une perquisition de concurrence, une enquête lourde, dans une ou plusieurs entreprises, et puis ensuite poursuivre par une enquête simple, qui consistera par exemple à faire des demandes de renseignements, des auditions de collaborateurs, et donc avec des moyens d'investigation un petit peu moins poussés que la perquisition de concurrence qui aura eu lieu au départ. Alors, que recherchent les enquêteurs lorsqu'ils font une enquête de concurrence? Alors, en matière d'enquête simple, les moyens d'investigation sont, comme je vous le disais, un petit peu moins poussés qu'en matière d'enquête lourde. Donc, les enquêteurs vont avoir accès aux locaux et aux moyens de transport professionnels. Donc, ils vont aller dans l'entreprise et ils vont pouvoir demander d'accéder à des documents. Ils vont pouvoir en prendre copie. En revanche, ils ne peuvent pas les saisir, ils peuvent uniquement faire des copies de ces documents. Ils peuvent également accéder aux données informatiques et aux logiciels dans l'entreprise, ce qui fait que l'enquêteur pourra avoir accès à un nombre de données très important, ce qui fait qu'on est quasiment dans une perquisition de concurrence, puisque là, les moyens d'investigation sont quand même relativement poussés quand on a accès à un certain nombre de données informatiques d'une entreprise. L'enquêteur pourra également procéder à des auditions de collaborateurs. Et depuis le mois de mai 2019, depuis la loi Pacte, les enquêteurs peuvent également demander d'avoir accès aux FADET. Donc les FADET, ce sont les données de communication des entreprises, donc notamment les factures de téléphone, qui vont permettre de voir s'il y a eu des contacts illicites entre une entreprise et des concurrents. Donc la grande différence entre l'enquête simple et l'enquête lourde, c'est qu'en matière d'enquête simple, les enquêteurs n'ont pas de droit de fouille. Ils n'ont pas non plus de droit de saisie. Ils peuvent seulement prendre des copies des documents. C'est une grande différence avec l'enquête lourde, puisque les enquêteurs en matière d'enquête lourde, de perquisition de concurrence, ont des moyens d'investigation beaucoup plus sophistiqués. Ils ont un vrai droit de fouille. Ils peuvent fouiller les locaux de l'entreprise et demander d'avoir accès à tous les documents qu'ils souhaitent. Ils peuvent saisir absolument tout ce qu'ils souhaitent dès l'instant que le document rentre dans le champ de l'enquête. Donc saisir tout ce qu'ils souhaitent, ça signifie par exemple qu'ils peuvent accéder donc, à des documents papier, ça peut être des carnets de notes, des agendas, des classeurs, enfin absolument tous les documents papier, puis également aux données informatiques. Donc ça peut être les disques durs, les messageries. Point important à savoir, lorsque des documents ou des mails, par exemple, sont supprimés, en réalité, ils ne sont pas supprimés définitivement et les enquêteurs ont les moyens de retrouver des éléments qui, vous le pensez, ont été supprimés, mais en réalité existent toujours dans la mémoire de l'ordinateur ou de la messagerie. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et puis, les enquêteurs peuvent également avoir accès au téléphone professionnel ou personnel des collaborateurs. Ils peuvent les saisir, ils peuvent saisir des ordinateurs. Donc voilà, les moyens d'investigation vont vraiment très très loin. Là, on vous a présenté le déroulement type d'une enquête simple. Donc en général, l'enquêteur va prendre rendez-vous, va convenir d'un rendez-vous avec l'entreprise, par exemple pour organiser une audition, mais il peut également choisir de se rendre directement sur place dans l'entreprise de manière inopinée pour procéder à des collectes de documents afin d'en prendre des copies ou pour faire des auditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enquêtes simples ont tendance vraiment à se développer aujourd'hui. C'est les enquêtes qui sont le plus couramment utilisées par l'autorité de la concurrence française, tout simplement parce que ce type d'enquête ne requiert pas d'autorisation préalable du juge, donc elles sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, et elles donnent quand même aux enquêteurs des moyens d'investigation assez poussés, notamment grâce à l'accès aux données informatiques de l'entreprise. On a eu un cas récent au cabinet où l'autorité de la concurrence a demandé à notre client de lui communiquer un certain nombre d'informations. Et ces informations, c'était notamment les échanges de mails entre telle et telle personne qui contenaient tel et tel mot-clé. Donc ça représentait une volumétrie très importante de quasiment 25 000 mails. Donc là, vous le voyez, les moyens d'investigation de l'autorité, même en matière d'enquête simple, sont quand même assez poussés quand on arrive sur les données informatiques. Et puis, dernier point, que ce soit en matière d'enquête simple ou d'enquête lourde,
les entreprises doivent se soumettre à l'enquête. Elles ont une obligation de coopération active avec les enquêteurs. Elles doivent déférer aux convocations, aux demandes de renseignements, aux communications de pièces qui sont demandées par les enquêteurs. Ce qui fait que les enquêtes simples, c'est vraiment voilà, un outil très intéressant pour l'autorité de la concurrence pour alimenter son dossier, rechercher des preuves, et tout cela sans autorisation judiciaire préalable. L'enquête lourde, la perquisition de concurrence, elle est organisée de manière un petit peu différente, avec des moyens d'investigation plus poussés, plus coercitifs. C'est une enquête qui est très intrusive et avec un effet de surprise, puisque la perquisition va être effectuée donc par les enquêteurs de l'autorité de la concurrence, accompagnés d'officiers de police judiciaire. Donc ça peut être vraiment très impressionnant pour l'entreprise et ses collaborateurs. Et cette enquête, elle peut avoir lieu que ce soit dans les locaux de l'entreprise, mais également au domicile des salariés, des dirigeants. Ça arrive vraiment fréquemment, c'est pas du tout anecdotique. Et ça peut même, ce type d'enquête peut également avoir lieu en réalité n'importe où. On a un exemple dans le cartel des produits d'hygiène et d'entretien qui a été sanctionné par l'autorité de la concurrence en 2014. Les enquêteurs de l'autorité de la concurrence avaient été informés par une entreprise qui avait participé à un cartel, qui avait souhaité donc bénéficier du programme de clémence. Cette entreprise avait dénoncé l'entente et elle avait informé les enquêteurs qu'un déjeuner allait se tenir dans une brasserie parisienne avec les principaux protagonistes de l'entente, donc c'était les directeurs commerciaux. Et au cours de ce déjeuner, des informations allaient être échangées de manière illicite. Et donc l'autorité de la concurrence a dépêché ses enquêteurs accompagnés d'officiers de police judiciaire à l'extérieur de la brasserie. Et les enquêteurs ont attendu que le déjeuner se termine, que les convives demandent l'addition pour pouvoir entrer dans la brasserie et saisir toutes les notes qui avaient été prises durant ce déjeuner. Donc voilà, il faut vraiment le savoir, les perquisitions de concurrence, elles peuvent avoir lieu absolument n'importe où. Il faut vraiment y être bien préparé. Alors ce type d'enquête peut commencer entre 6 h du matin et 21 h. Alors en général, elle commence tôt le matin, à l'ouverture des bureaux, quand ce sont les locaux professionnels qui sont visités, donc généralement vers 9 h. Et puis quand c'est le domicile des salariés ou des dirigeants, l'enquête va généralement démarrer voilà, au saut du lit ou au petit déjeuner, afin que le dirigeant ou le salarié soit toujours à son domicile. L'enquête peut se poursuivre toute la journée jusqu'au bout de la nuit. Alors en général, l'autorité de la concurrence française, c'est ce qu'elle fait. Elle commence son enquête tôt le matin et elle poursuit jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'à ce qu'elle ait terminé de récolter les informations qu'elle souhaitait. La Commission européenne, elle, va généralement faire des enquêtes sur plusieurs jours. Donc c'est des enquêtes qui peuvent durer 2, 3, 4 jours, le temps que la Commission ait saisi l'ensemble des informations qui l'intéressaient. Et donc ça va demander une organisation particulière sur laquelle on reviendra. Donc comme je vous le disais, en matière d'enquête lourde, de perquisition, les enquêteurs doivent être autorisés par un juge à faire ce type de perquisition. Ce qui fait que lorsque les enquêteurs se présentent dans l'entreprise, ils doivent présenter l'ordonnance qui les autorise à perquisitionner et qui va fixer l'objet de l'enquête. Et s'agissant de la Commission européenne, il n'y a pas d'ordonnance préalable d'un juge. En revanche, il y a une décision formelle prise par la Commission européenne et qu'elle doit également présenter à l'entreprise et qui fixe vraiment l'objet de l'enquête. Au tout début de l'inspection, les enquêteurs, ce qu'ils vont faire généralement, c'est qu'ils vont vouloir sécuriser les documents et donc bloquer les systèmes informatiques, empêcher les salariés de travailler, d'utiliser leur boîte mail, notamment afin d'éviter qu'il y ait des destructions de preuves. Et donc, le moyen d'assurer ça, c'est vraiment de sécuriser ces documents, c'est vraiment d'assurer le blocage informatique de l'entreprise. Ensuite, les enquêteurs vont procéder à l'enquête proprement dite, à la perquisition. Donc, ils vont pouvoir fouiller les locaux, ils vont pouvoir consulter des documents papier, des documents informatiques, les saisir, procéder à des auditions. Et voilà, ils vont procéder donc à leur enquête sur un jour ou sur plusieurs jours, s'agissant de la commission. Lorsque c'est la commission qui fait son enquête sur plusieurs jours, les enquêteurs vont apposer ce qui s'appelle des scellés. Donc les scellés, ce sont des bouts de scotch qui sont apposés sur les bureaux que la Commission européenne souhaite visiter. Et lorsque ces scellés sont brisés, c'est-à-dire si on ouvre le bureau par exemple,
il y a une mention void qui va apparaître sur ce bout de scotch, et à ce moment-là, les enquêteurs sauront qu'il y a eu un bris de scellé, et ça va pouvoir engendrer des sanctions très élevées qu'on verra tout à l'heure. Puis enfin, à la fin de la perquisition, les enquêteurs vont remettre à l'entreprise un procès-verbal de saisie qui fait l'inventaire de tous les documents, à la fois papier et informatique, qui ont été saisis. Et donc, c'est un procès-verbal que l'entreprise va pouvoir conserver et qui lui permettra de savoir quels documents ont été saisis. Et l'entreprise pourra faire des réserves si elle n'est pas d'accord avec l'inventaire qui a été dressé. Ça, c'est une différence qui est assez importante avec les perquisitions pénales, dans lesquelles il n'y a pas de procès-verbal de saisie dressé, ce qui fait que l'entreprise n'a pas forcément connaissance de tous les éléments qui ont été saisis par les enquêteurs, et elle n'aura pas connaissance de ce qui constitue le dossier de l'autorité pénale. Ça, c'est vraiment une grande différence avec la perquisition de concurrence. En matière d'enquête simple, il n'y a pas de voie de recours à proprement parler, à la différence de l'enquête lourde s'agissant de l'autorité de la concurrence, où on a soit un recours possible contre l'ordonnance qui autorise la perquisition, soit un recours contre le déroulement de la perquisition si des irrégularités ont été constatées par l'entreprise. Et donc ça, c'est des voies de recours qui peuvent être exercées dans la Cour d'appel de Paris dans un délai de 10 jours. Comme je vous le disais, l'entreprise a une obligation de coopération active avec les enquêteurs. Ce qui fait que l'entreprise peut être condamnée si elle fait obstruction à l'enquête. Alors, faire obstruction à l'enquête, c'est notamment le fait de fournir des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés, le fait de ne pas fournir les renseignements qui ont été demandés dans le délai imparti, le fait de refuser de se soumettre à une inspection, ou encore, par exemple, le fait, comme je le disais précédemment, de briser des scellés, et cela même par inadvertance. La sanction encourue, c'est une sanction pénale de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, ou alors une sanction administrative qui peut aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial du groupe. Donc voilà, c'est quand même très dissuasif. Or, les cas d'entrave, d'obstruction à l'enquête, ça peut aller assez loin. Donc par exemple, en matière de bris de scellé, on a eu une condamnation dans une affaire européenne en 2008, je crois, de E.ON, une condamnation à 38 millions d'euros d'amende. Parce que ce qui s'était passé, c'était que donc, la Commission européenne faisait une enquête sur plusieurs jours. À la fin de la première journée d'enquête, elle avait apposé des scellés sur les bureaux qu'elle souhaitait visiter. Et le lendemain, lorsque les enquêteurs étaient arrivés, ils avaient constaté que les scellés avaient été brisés. L'explication que l'entreprise a avancée était que c'était une simple négligence parce qu'en fait, l'entreprise avait oublié d'informer les équipes de ménage qu'une enquête avait lieu et qu'il ne fallait pas nettoyer les bureaux. Donc les équipes de ménage avaient fait leur travail, avaient ouvert les bureaux et avaient brisé les scellés. Et donc là, on avait vraiment une simple négligence avancée par l'entreprise en tous les cas. Mais néanmoins, l'entreprise a été condamnée très lourdement pour bris de scellés et entrave à l'enquête. Donc vraiment, il faut vraiment le garder en tête et être très attentif parce qu'on peut faire face à des amendes assez significatives. Alors, comment se préparer aux enquêtes de concurrence? Donc, on l'a vu, les enquêtes de concurrence, non seulement sont le principal facteur qui permet d'alimenter les dossiers d'instruction, et puis c'est des enquêtes qui peuvent être assez impressionnantes et assez déstabilisantes pour l'entreprise. Donc, il est important de bien s'y préparer. Alors, tout d'abord, lors de l'accueil des enquêteurs, première chose à faire, il faut bien penser à vérifier l'identité des enquêteurs. Donc, demander une pièce d'identité, demander également leur carte professionnelle, en prendre copie. Vous pouvez également demander quel est l'objet de l'enquête. Alors, en matière d'enquête lourde, les enquêteurs doivent vous fournir l'ordonnance du juge ou la décision de la commission qui fixe l'objet de l'enquête. Donc ça, il faut bien penser à leur demander s'ils ne l'ont pas fait. Et puis surtout, il faut ensuite prévenir immédiatement le service juridique et les avocats. Alors sachez que les enquêteurs ne sont pas obligés d'attendre l'arrivée des avocats pour commencer leur enquête, mais vous pouvez tout à fait leur demander d'attendre quelques minutes et puis ils peuvent accepter, mais voilà, ils n'y sont pas obligés. Un principe général qui concerne l'accueil des enquêteurs comme la suite de la perquisition, c'est de ne pas paniquer et de ne pas laisser les enquêteurs seuls. Il faut toujours que les enquêteurs soient accompagnés par un avocat, un membre du service juridique. Lorsqu'ils sont accompagnés, les enquêteurs feront beaucoup plus attention à ce qu'ils font et à bien respecter les règles et la procédure.
Il peut être utile également de désigner à l'avance un responsable qui sera chargé de l'accueil des enquêteurs. Et puis, dernier élément, lorsque les enquêteurs arrivent, généralement, vous allez les recevoir dans une salle. Et il faut que cette salle soit vide, qu'il n'y ait pas de documentation. Donc, l'idéal, c'est de les recevoir dans une salle de réunion, par exemple. En matière d'enquête simple, il y a des petites particularités. Puisque les enquêteurs peuvent réaliser l'enquête simple sans autorisation judiciaire, vous n'avez pas de document qui fixe l'objet de l'enquête. Donc, n'hésitez pas à demander aux enquêteurs le plus d'informations possible sur l'objet de l'enquête, de leur demander quelles sont les informations qu'ils souhaitent avoir, qui sont les personnes qu'ils souhaitent auditionner, rencontrer. Et puis, si l'enquêteur programme un rendez-vous, par exemple, si l'enquêteur vous demande d'auditionner telle personne lors d'un rendez-vous, à ce moment-là, on vous conseille de programmer la date la plus lointaine possible pour que vous ayez bien le temps de vous y préparer. Lors du déroulement de l'enquête, donc même conseil, ne jamais laisser les enquêteurs seuls, toujours s'assurer de la présence d'un membre du service juridique ou d'un avocat tout le long des opérations. Très important, évidemment, ne pas faire d'obstruction, d'entrave à l'enquête. Donc, surtout, ne pas détruire de documents, ne pas briser de scellés. Et puis, dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est le fait qu'il ne faut pas communiquer en interne ou à l'extérieur, notamment ne jamais prévenir de clients ou de concurrents qu'une enquête est en cours dans vos locaux. La seule chose que vous puissiez faire en interne, c'est par exemple envoyer un mail donc par le compliance officer qui va informer les collaborateurs qu'une enquête est en cours et qu'il convient de coopérer avec les enquêteurs. Petit conseil pour les entretiens individuels, c'est-à-dire les auditions qui peuvent être faites de vos collaborateurs. Alors, il est très important, lorsqu'une question est posée à un collaborateur, qu'il soit le plus minimaliste possible dans sa réponse. Il faut vraiment répondre à la question posée, uniquement à la question posée, ne pas élargir, éviter de devancer les questions, de faire des digressions, de s'auto-incriminer. Il faut vraiment répondre à la question posée de la manière la plus claire et la plus minimaliste possible. Également, une chose importante, il ne faut pas évidemment incriminer une autre personne ou un tiers. Ce qui peut être utile également lors de l'entretien, c'est de bien noter les questions qui ont été posées par les enquêteurs, noter les réponses des collaborateurs, et ça vous permettra de vérifier le procès-verbal d'audition qui va être dressé par les enquêteurs, de vérifier que celui-ci reflète bien ce qui a été dit lors de l'audition, à la fois par l'autorité de la concurrence et puis par le collaborateur. Enfin, à la fin de l'enquête, l'autorité de concurrence va vous remettre un procès-verbal de saisie, donc qui fait l'inventaire de tous les documents qui ont été saisis, à la fois les documents papier et les documents informatiques. Donc, il est très important de vérifier ce procès-verbal de saisie, bien prendre le temps de le lire, de vérifier qu'il est complet. Et si vous constatez qu'il y a une erreur, vous pouvez tout à fait demander une correction, des suppressions, des ajouts. Les enquêteurs ne sont pas obligés de faire droit à votre demande et à ce moment-là, vous pourrez demander à faire inscrire des réserves sur le PV si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est inscrit. Donc voilà, là on a vu comment se déroulaient les enquêtes et les perquisitions de concurrence. Donc on va maintenant passer à la procédure d'instruction et de décision des autorités, c'est-à-dire la manière dont les autorités instruisent les dossiers et dont elles prennent leurs décisions. La procédure est un tout petit peu différente devant la Commission européenne et devant l'autorité française de concurrence. Donc, on va d'abord commencer par la Commission européenne. Alors, la Commission, elle peut se saisir d'office d'un sujet ou alors elle peut être également saisie par une plainte. Donc, par exemple, la plainte d'un concurrent, c'est assez classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne, elle a l'opportunité des poursuites. Donc, elle ne va pas instruire toutes les plaintes dont elle est saisie, elle peut les filtrer. Elle peut notamment les filtrer en fonction de la question de savoir si l'affaire présente un intérêt européen suffisant. Si la Commission estime que c'est plutôt une affaire qui relève d'un État membre, à ce moment-là, elle ne va pas instruire le dossier. Si la Commission européenne est intéressée par la plainte dont elle est saisie, à ce moment-là, elle va faire son enquête. Donc, son enquête va consister à faire des demandes de renseignements, des auditions, des inspections, comme on vient de le voir. Une fois que la Commission européenne a terminé son enquête, elle va communiquer à l'entreprise en cause ce qu'on appelle une communication de grief.
Donc la communication de grief, c'est un document, un acte préparatoire dans lequel la commission va faire état des éléments de fait et de droit qu'elle retient à l'encontre de l'entreprise et qui vont appuyer les griefs que la commission va notifier donc à l'entreprise. La communication de grief, elle est donc adressée aux parties et les parties ont un délai d'1 mois pour déposer leurs observations pour répondre à cet acte d'accusation de la Commission européenne. Donc, la procédure écrite est alors terminée et elle peut être complétée, donc ce n'est pas obligatoire, mais elle peut l'être, par une procédure orale, une phase orale, avec l'organisation d'auditions. Donc ça peut être des auditions des parties ou également des auditions de tiers. Donc c'est des auditions qui sont menées sous l'égide d'un conseiller auditeur qui est chargé de vérifier le caractère objectif de l'audition et de la décision qui sera prise ultérieurement par la Commission européenne. La Commission européenne, elle peut prendre des décisions donc, qui vont constater l'infraction et puis condamner l'entreprise à une amende, des astreintes. La Commission peut également prononcer des injonctions, des mesures provisoires, valider des engagements, etc. Une fois que la décision est prise, les parties ont un délai de recours de 2 mois donc pour faire un recours en annulation devant le tribunal de l'Union européenne. Il y a également un autre type de recours qui existe, c'est le recours en carence. Et celui-là, il peut être exercé si une entreprise fait une plainte qui n'est pas instruite par la Commission européenne. Donc le recours en carence, il vise à sanctionner l'inaction de la Commission. La procédure devant l'autorité, elle est un tout petit peu différente. Donc l'autorité de la concurrence française peut s'autosaisir comme la Commission, elle peut également être saisie par une plainte d'un concurrent, d'une entreprise victime, etc. L'autorité de la concurrence, il faut savoir qu'elle est saisie in rem, c'est-à-dire qu'elle est saisie d'un certain nombre de faits. En revanche, elle peut tout à fait décider d'investiguer de manière beaucoup plus large et d'investiguer des griefs qui n'étaient même pas dans la plainte initiale. Jusqu'à aujourd'hui, l'autorité de la concurrence française n'avait pas l'opportunité des poursuites. Donc elle était censée instruire toutes les plaintes qui étaient déposées. Ça va changer avec la directive ECN+, donc qui est une directive européenne qui va être transposée d'ici février 2021. Et cette directive, elle donne à toutes les autorités nationales de concurrence de l'Union européenne le principe d'opportunité des poursuites, ce qui va permettre aux autorités d'utiliser plus efficacement leurs ressources puisqu'elles vont pouvoir prioriser leurs dossiers et vraiment traiter uniquement les dossiers qui les intéressent et qui sont prioritaires pour elles. Donc devant l'autorité, la procédure d'instruction, elle démarre avec la désignation d'un ou plusieurs rapporteurs qui sont chargés d'enquêter, d'instruire le dossier. Et donc l'enquête va consister pour les rapporteurs à faire des demandes d'informations à l'entreprise, organiser des auditions, éventuellement faire des perquisitions de concurrence et récolter donc tous les éléments de preuve à charge et à décharge qui vont constituer le dossier d'instruction. Une fois que cette phase d'instruction est terminée, les rapporteurs vont pouvoir soit proposer un non-lieu, c'est-à-dire qu'ils proposent de ne pas poursuivre la procédure, soit ils vont notifier des griefs. Donc la notification de grief, c'est l'équivalent de la communication de grief devant la Commission européenne. Donc, de la même manière, c'est un acte d'accusation qui va fixer la position des rapporteurs en indiquant les éléments de fait et de droit sur lesquels ils s'appuient pour reprocher à une entreprise la commission de pratiques anticoncurrentielles. Donc cette notification de grief, elle est envoyée aux parties, elle ouvre la phase contradictoire de la procédure et les parties auront un délai de 2 mois pour déposer des observations écrites. Donc, à la suite des observations des parties, les rapporteurs vont déposer ce qui s'appelle un rapport. Donc, ils n'ont pas de délai pour déposer ce rapport. Et c'est un document dans lequel soit les rapporteurs vont confirmer les griefs qu'ils ont notifiés, donc ça c'est le cas le plus fréquent, soit ils vont considérer que tout compte fait, compte tenu des observations des parties, les griefs ne leur paraissent plus valables et à ce moment-là, ils vont proposer d'abandonner les griefs. Les parties auront alors à nouveau un délai de 2 mois pour répondre au rapport. Ensuite, les parties sont convoquées à une séance devant le collège de l'autorité de la concurrence. Donc le collège de l'autorité, c'est vraiment l'organe de jugement de l'autorité de la concurrence. Donc c'est un organe qui est séparé des services d'instruction. Et donc le collège va regarder voilà, le dossier d'instruction, la position des rapporteurs,
la réponse de la partie plaignante, de la partie mise en cause, et c'est vraiment le collège qui va prendre la décision, qui va prendre une décision, soit de condamnation de l'entreprise, soit de non-lieu, etc., selon le dossier. Donc la décision va pouvoir consister à imposer notamment des amendes, des astreintes, des injonctions, valider des engagements, et puis également prononcer des mesures conservatoires. Alors les mesures conservatoires, elles existent devant la Commission européenne, mais elles sont très rarement prononcées. C'est un petit peu plus fréquent devant l'autorité de la concurrence française, mais quand même, c'est des mesures qui sont relativement rarement prononcées. Donc c'est des mesures d'urgence qui ne peuvent être prononcées qu'en cas de dommages graves et immédiats à l'entreprise plaignante ou au secteur ou à l'économie en général. Et le standard de preuve est vraiment très élevé pour pouvoir prononcer ce type de mesures d'urgence, ce qui fait que ce type de décision est assez rare, mais ça peut quand même arriver. Là encore, au mois d'avril 2020, Google a été condamné en mesure conservatoire par l'autorité de la concurrence. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'intervenir très rapidement pour mettre un terme à des pratiques anticoncurrentielles qui peuvent affecter très gravement le marché ou une entreprise particulière. Une fois que la décision est rendue par l'autorité, il y a un droit de recours des parties devant la Cour d'appel de Paris dans un délai d'1 mois. Il faut savoir que le commissaire du gouvernement, c'est-à-dire la DGCCRF qui assiste à la séance de l'autorité, le commissaire du gouvernement peut également faire un recours, ce qui est toutefois assez rare. Et s'il ne fait pas de recours, à ce moment-là, la Cour d'appel de Paris ne peut pas aggraver la sanction qui a été infligée à l'entreprise en cause. Ce que vous pouvez retenir comme grande différence entre la procédure commission et la procédure autorité de la concurrence, c'est que devant l'autorité de la concurrence, on a une séparation fonctionnelle et structurelle très claire entre la fonction d'instruction et la fonction de jugement. Devant la commission, on n'a pas cette séparation organique, en quelque sorte. Et puis également, devant la Commission européenne, on a un seul tour de contradictoire, c'est-à-dire que les parties vont déposer un seul jeu d'observation. Tandis que devant l'autorité de la concurrence, on a 2 tours de contradictoire, puisque les parties vont répondre d'abord à la notification de grief et ensuite au rapport. Donc voilà, des petites différences entre ces 2 types de procédures. Donc voilà, là on a vu du coup quelles étaient les procédures devant l'autorité de la concurrence pour la sanction des pratiques anticoncurrentielles. Fernanda va maintenant vous présenter quelle est la procédure en matière de contrôle des concentrations. Fernanda, je te laisse la main. Oui. Voilà, très bien. Alors, donc, lors de la première séance, donc, on vous a présenté le droit des ententes. Lors de la deuxième séance de la semaine dernière, on vous a présenté le droit de l'abus de position dominante. Là, on passe sur le troisième grand pilier du droit de la concurrence, que sont le contrôle des concentrations. Alors, les ententes comme les abus de position dominante renvoient à un droit répressif avec des sanctions à la clé. Là, on est sur une intervention différente des autorités de la concurrence qui est le contrôle a priori des opérations de croissance externe. Donc, il ne s'agit pas de contrôler a posteriori des comportements déviants, mais d'agir à l'amont afin de contrôler avant qu'elles se réalisent des des opérations de croissance externe envisagées par des entreprises. Alors, tout d'abord, le domaine du contrôle. Le droit des concentrations est appelé à contrôler des opérations de croissance externe d'entreprise afin d'éviter la constitution de puissances de marché trop fortes qui pourraient nuire au marché. Par exemple, l'une des préoccupations d'il y a quelques années des autorités de concurrence avait été le fait pour une entreprise comme Casino de se mettre à racheter une multitude de fonds de commerce sur la région parisienne au point de constituer de vraies positions de quasi-monopole avec à la clé des risques d'augmentation de prix. Si l'opération de croissance externe remplit les conditions du contrôle des concentrations, alors l'opération ne peut pas être réalisée avant d'avoir obtenu l'autorisation
préalable des autorités de concurrence. C'est une autorisation qui est obligatoire. Si on ne l'obtient pas, on est dans une situation que l'on appelle, sous le jargon, gun jumping, c'est-à-dire on est dans une situation dans laquelle l'autorité peut être amenée à prononcer des sanctions très lourdes à l'égard des entreprises qui auraient réalisé sans obtenir l'autorisation préalable. Alors, toutes les opérations de croissance externe des entreprises ne sont pas soumises à contrôle des concentrations. Pour être soumises à cette procédure, deux conditions cumulatives sont nécessaires. Tout d'abord, il doit s'agir, première condition, d'une concentration entre deux entreprises indépendantes. Deuxième condition, cette opération doit dépasser certains seuils de chiffre d'affaires. Alors, tout d'abord, première condition, l'opération en cause doit constituer une concentration entre deux entreprises indépendantes. Alors, quelles sont les opérations visées? Alors, au préalable, avant de voir le type d'opération, il faut souligner le fait que ne sont concernées que des opérations de croissance externe, ce qui exclut le rapprochement entre deux filiales d'un même groupe. Donc, deux filiales qui sont contrôlées à 180% par un même groupe peuvent se rapprocher, fusionner, sans avoir à solliciter une autorisation préalable des autorités de concurrence. Alors, le premier type d'opération concerné, donc c'est assez classique, ce sont les fusions entre deux entreprises. La deuxième typologie d'opération sont les situations de prise de contrôle d'une entreprise par une autre. Alors, quand on parle de prise de contrôle, c'est une prise de contrôle exclusive, mais également conjointe. Troisième typologie d'opération, cette fois qui est plus complexe à appréhender, c'est la création d'entreprises communes de plein exercice. Alors, une entreprise peut créer une filiale sans avoir à demander une autorisation de contrôle des concentrations. En revanche, si une filiale nouvelle est créée en partenariat avec une autre entreprise ou plusieurs autres entreprises indépendantes et que cette filiale est active sur le marché, c'est-à-dire qu'elle est appelée à avoir de la clientèle et à générer un chiffre d'affaires, cette typologie d'opération pourra donner lieu à contrôle des concentrations si certains seuils de chiffre d'affaires sont dépassés. Alors, l'un des critères déterminants pour savoir si on est dans une situation de concentration, c'est la notion de contrôle. La notion de contrôle. Donc, cette notion de contrôle, elle va être caractérisée de façon assez évidente par l'acquisition de la majorité des droits de vote. Elle pourra également concerner des situations de prise de contrôle de fait, alors qui sont assez difficiles à appréhender. J'ai un exemple en tête où on a considéré que Leclerc, la tête de réseau de la franchise Leclerc, disposait d'un pouvoir de contrôle conjoint sur les entreprises membres de la franchise, alors qu'elles sont capitalistiquement indépendantes. Simplement, les autorités de concurrence considèrent que le contrat de franchise confère des droits si importants à la tête de réseau Leclerc que c'est de nature à caractériser un pouvoir de contrôle de fait sur les franchisés. Dernier élément important, c'est la notion de la situation de contrôle conjoint, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une cession de participation minoritaire, un tiers qui peut donner lieu à contrôle des concentrations parce qu'à ce tiers, on va lui attribuer un droit de regard extrêmement fort sur la stratégie commerciale de l'entreprise. Ce sont des situations dans lesquelles, de façon un peu simplifiée, on va donner un droit de regard, un droit de veto sur des éléments de stratégie commerciale essentiels tels que l'adoption, la modification du BP, la nomination des dirigeants ou les investissements, je dirais, courants de l'entreprise. Si on confère ce type de droit de regard à un actionnaire minoritaire, cette opération de prise de contrôle, cette opération de cession de participation peut donner lieu à contrôle des concentrations.
peut-être juste avant de passer à la deuxième condition, il y a aussi des opérations qui sont peut-être moins évidentes, qui tombent moins sous le sens et pour lesquelles on pense moins au contrôle des concentrations. J'ai par exemple le cas en tête de cession d'actifs immobiliers. Un actif immobilier peut donner lieu à contrôle des concentrations s'il est cédé et si cet actif immobilier génère un chiffre d'affaires. Donc il peut y avoir comme ça des opérations un petit peu à la marge, mais qui peuvent donner lieu à une opération de contrôle préalable. Alors, on a vu la première condition qui est la caractérisation de la notion, enfin, de la concentration. Deuxième condition pour qu'il y ait contrôle, c'est le dépassement de seuil de chiffre d'affaires. Donc, seules les opérations qui ont une certaine importance donnent lieu à contrôle. La première vérification à faire en présence d'une opération de concentration, une fois qu'on a identifié ce point-là, c'est de vérifier si les seuils européens de contrôle sont dépassés. Donc, on verra, c'est une batterie de seuils de chiffre d'affaires qu'on vérifie, alors qui ont cet avantage d'être extrêmement clairs. Donc, on arrive, une fois que l'opération est caractérisée, on arrive assez facilement à identifier s'il y a dépassement ou non. Si jamais les seuils européens ne sont pas dépassés, à ce moment-là, on descend d'un cran et on va vérifier si les seuils nationaux de chaque État membre sont ou non dépassés. Si il y a dépassement sur un ou plusieurs États membres, ça signifie qu'on devra notifier l'opération auprès de chacun de ces États membres. Alors, c'est un exercice qui est parfois assez compliqué parce que les seuils de contrôle entre États membres ne sont pas du tout homogènes. Vous avez des pays qui ont des seuils extrêmement bas, et là je pense en particulier à l'Autriche et à l'Allemagne qui ont vraiment des seuils vraiment extrêmement bas et qui contrôlent à tour de bras, et d'autres États où les seuils de contrôle sont relativement élevés. Autre point important, là je reviens sur ce que j'ai dit également, une opération qui n'est pas d'une dimension européenne peut avoir à être notifiée au niveau de plusieurs États membres. Alors là, sur ce tableau-là, sur ces deux tableaux-là, vous avez les batteries, enfin les seuils européens de contrôle. Vous avez deux batteries de seuils. Tout d'abord, des seuils globaux qui doivent être vérifiés dans un premier temps. Donc, ce sont des seuils qui sont relativement élevés et qui visent des opérations de grande envergure. Ce sont des seuils historiques qui ont été les premiers à être institués. Plus tard, ont été mis en place des batteries de seuils alternatifs, plus bas, mais qui vont viser des opérations qui ont des effets sur au moins 3 États membres. Donc, lorsqu'on analyse une opération de concentration, ces deux seuils, de façon successive, doivent être vérifiés. Tout d'abord, les seuils globaux. Et si les seuils globaux ne sont pas dépassés, on vérifie la seconde batterie de seuil, qu'on a appelée ici seuil alternatif. Si jamais la batterie de seuils globaux et la batterie de seuils alternatifs ne sont pas dépassés, à ce moment-là, on passe sur une analyse des seuils nationaux propres à chacun des États membres. Alors, on ne va pas tous les passer en détail puisqu'ils sont nombreux. Sur ce slide, on vous a simplement synthétisé les seuils applicables en France. Il y a plusieurs années, le contrôle national était fondé sur des seuils de parts de marché, mais qui étaient beaucoup trop complexes à apprécier, parce que tout dépendait en fait de la façon de définir le marché. Et au début des années 2000, les autorités de concurrence sont passées sur des seuils de chiffre d'affaires. Donc, vous avez, comme en matière européenne, des seuils globaux, qui sont les seuils, je dirais, de principe, à savoir 150 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé par toutes les entreprises concernées. Un deuxième seuil de 50 millions de chiffre d'affaires qui concerne le chiffre d'affaires individuel de chacune des parties à l'opération. Donc ça, ce sont les seuils globaux. Qui ont été institués au début des années 2000. Après, l'autorité de la concurrence a constaté que
pour certains secteurs, certaines régions, ces seuils étaient beaucoup trop élevés et finalement permettaient à certaines entreprises de procéder à des rachats qui passaient sous le radar, mais qui permettaient néanmoins de constituer des situations de très forte position dominante. Ça a été notamment le cas, comme je le disais au tout début, du groupe Casino, qui avait racheté sur certaines régions, et notamment à Paris, plusieurs fonds de commerce pour développer ces enseignes Monoprix et Franprix, au point de vraiment sur certains arrondissements bénéficier de situations vraiment de très très fortes positions et d'entraîner comme ça des prix consommateurs assez élevés. Donc ça a amené l'autorité à demander à définir des seuils plus bas, donc en matière de commerce de détail. Au lieu d'avoir des seuils à 150 millions d'euros, on a des seuils beaucoup plus bas. De la même façon, l'autorité a constaté que les seuils globaux au niveau des DOM-TOM étaient beaucoup trop élevés. Donc, du coup, les seuils de chiffre d'affaires concernant les DOM-TOM ont été considérablement abaissés de façon à appréhender la plupart des opérations de croissance externe locale. Alors, comme on l'a vu, si les seuils européens ne sont pas satisfaits, on passe sur des seuils nationaux d'États membres et dans certains cas, on peut arriver à un nombre impressionnant d'obligations de notification au niveau local. Pour simplifier, gérer la vie de l'entreprise, la Commission a mis en place un système de guichet unique. À partir du moment où 3 notifications au sein des États membres sont nécessaires, on peut demander à la Commission de déposer un dossier unique auprès d'elle, et c'est elle seule qui ensuite aura à traiter du dossier. Alors c'est aussi un système qui est aussi intéressant parce que déjà il est générateur d'économies de temps et de coûts, mais également il permet d'éviter également des décisions contradictoires ou divergentes d'autorités de concurrence. Alors une fois qu'on a identifié l'obligation de notifier, la conséquence, c'est qu'avant la réalisation de l'opération doit faire l'objet d'une notification. Et évidemment, il est hors de question de réaliser l'opération, c'est-à-dire de transférer les titres ou de payer un quelconque prix d'acquisition avant que la décision ait été intervenue. L'obligation de notifier implique une suspension obligatoire de l'opération jusqu'à la décision de l'autorité de la concurrence. Alors, il faut savoir, et on y reviendra, cette procédure de notification, elle prend du temps, elle prend beaucoup de temps, notamment pour les opérations les plus complexes, et la constitution du dossier de notification n'est pas une opération facile ni rapide. Elle suppose de rassembler un grand nombre d'informations qui peuvent souvent prendre plusieurs semaines. Et donc cet aspect-là est important à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'établir un calendrier de réalisation d'une opération d'acquisition. Alors, on souhaitait également faire un focus plus particulier sur ce qu'on appelle le gun jumping, qui a donné lieu à plusieurs décisions de jurisprudence récentes, aussi bien au niveau de l'autorité de la concurrence qu'au niveau de la Commission européenne. Le gun jumping, c'est le jargon utilisé pour désigner des situations dans lesquelles les entreprises ont réalisé l'opération sans l'avoir notifiée, ou bien l'ont réalisée partiellement avant d'avoir obtenu la décision de l'autorité de la concurrence tout en l'ayant notifiée. C'est-à-dire qu'elles ont notifié, mais ont commencé à la réaliser avant même d'avoir obtenu l'autorisation des autorités de concurrence. Et c'est vraiment un point de vigilance important pour les juristes d'entreprise. Alors, le premier cas de gun jumping le plus classique, c'est celui dans lequel on a réalisé
l'opération sans avoir pensé à la notifier. Les cas vraiment de mauvaise foi sont extrêmement rares. Cette situation est intervenue, a été relativement fréquente au moment où je dirais le dispositif concentration actuel est apparu en France. On a eu, voilà, au moment de la mise en place, il y a eu parfois des oublis. Mais néanmoins, il peut quand même, des oublis peuvent quand même perdurer, notamment lorsqu'on est en présence d'opérations assez complexes. On a eu un cas récemment au cabinet où comment dire, on a eu une entreprise de travaux publics qui avait obtenu un marché et qui souhaitait s'associer donc sur ce marché à un tiers afin d'exploiter une activité liée au marché qu'elle avait obtenu par voie d'appel d'offres. Cette opération-là était une opération notifiable, mais simplement, voilà, insérée dans une opération assez complexe et l'opération n'a pas été notifiée. On s'est rapproché de la commission pour signaler le sujet et heureusement, il n'y a pas eu de poursuite et la commission a bien compris que l'opération était assez complexe. On a notifié l'opération et voilà, l'opération, elle a été autorisée. On peut également avoir des oublis lorsque l'opération est assez anodine. C'est notamment le cas que j'ai cité au début de cession d'actifs immobiliers dès lors que l'actif immobilier génère un chiffre d'affaires via des loyers commerciaux ou des loyers d'habitation. On a des cas où les parties ne pensent même pas à notifier l'opération. L'autre cas où on peut être en présence de défauts de notification, c'est les situations dans lesquelles des notifications multiples au niveau des États membres sont nécessaires. Parfois, certaines entreprises se concentrent sur la France en oubliant que d'autres États membres peuvent être concernés, et notamment, je pense à l'exemple de l'Autriche ou de l'Allemagne qui ont des systèmes de contrôle hyper extensifs, et parfois on peut oublier de prendre en compte ces seuils spécifiques. Alors, l'autre situation de gun jumping possible, ce sont les échanges d'informations. Excusez-moi, bonjour. Oui. Je me permets de vous interrompre juste par rapport à ce que vous venez de dire. Une petite question. Est-ce que lorsque l'on saisit au préalable, par exemple, l'autorité de la concurrence française sur, par exemple, un dossier d'acquisition où il y aurait deux autres pays concernés et qu'on ne pense pas à notifier les deux autres pays, est-ce qu'il y a des allers-retours entre les autorités de concurrence? Est-ce que l'autorité de la concurrence française pourrait saisir un de ses collègues, par exemple en Angleterre, en disant bah, écoutez, on a eu un dossier de notification préalable qui concerne également votre pays. Avez-vous été saisi ou est-ce que vous êtes concerné par le sujet? C'est possible, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que les rapporteurs du service concentration voient très, très régulièrement leurs collègues, leurs collègues du réseau européen. Donc il est tout à fait possible que, alors c'est pas systématique, mais sur des opérations avec une certaine envergure, il est très probable qu'il y ait des échanges entre eux. D'ailleurs, dans le dossier de notification français, on vous demande généralement si l'opération est notifiable dans d'autres États membres. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors l'autre point de vigilance au titre du gun jumping va concerner les échanges d'informations illicites liés à l'opération. Donc il faut simplement savoir que, enfin, comment dire, dans des opérations de rapprochement, bien évidemment, on est obligé d'avoir de l'information sur l'opération, sur l'entreprise que l'on souhaite racheter. Simplement, il y a des limites à ne pas dépasser. Certes, il y a de l'information que l'on peut délivrer, mais il y a des informations ultra sensibles sur lesquelles il va falloir faire attention. Donc c'est pour ça que nous, en tant que conseil, on demande à être très vigilant sur l'information qui est délivrée dans le cadre des data rooms. Dans certains cas, notamment dans le cadre de rapprochement entre concurrents, on peut être amené à conseiller, en tout cas de ne pas délivrer certaines informations très sensibles, les taux de marge, certains prix, les prix de certains contrats, et également à limiter
les personnes ayant accès à cette information. Donc souvent, on va demander la constitution de clean team, composée de personnes qui vont signer des engagements personnels de non-divulgation de façon à s'assurer de la maîtrise de l'information. Donc c'est vraiment un point important, et c'est aussi un dispositif, s'il est mis en place, qui peut être aussi de nature à rassurer les autorités de la concurrence, c'est-à-dire à leur montrer que cet aspect-là a été, voilà, a été vu et a été pleinement maîtrisé. Alors l'autre, la troisième grande situation, enfin, pardon, le troisième risque également de gun jumping vise la situation dans laquelle le dossier de notification a été déposé, mais l'opération a commencé à être réalisée. Alors, on est dans une situation dans laquelle souvent la promesse de vente a été conclue, mais on a prévu une clause, une espèce de droit de regard de la part de l'acheteur, de façon à ce qu'il vérifie que l'entreprise est bien gérée. Et au travers de ce type de clause, il peut arriver que l'acheteur ait un droit de regard peut-être un peu trop intrusif, qui l'amène à avoir un droit de regard trop important sur la direction de l'entreprise, et qu'il soit amené à, voilà, vraiment à être beaucoup trop intrusif. Il y a eu des cas de condamnation récents. L'un des plus, connus a été la condamnation récente du groupe Altis lors de la prise de contrôle de SFR. Pendant cette période entre la notification et la décision, il y a eu des échanges d'informations extrêmement importants, également un droit de regard donné à Altis extrêmement important sur l'entreprise, au point même qu'ils avaient été amenés à élaborer, les deux équipes ensemble, de nouvelles offres à mettre sur le marché immédiatement après la décision d'autorisation. Et donc tout ce droit de regard, tout ce comportement a été analysé de façon approfondie par l'autorité de la concurrence. Elle a jugé cette intrusion comme étant excessive et condamné le groupe Altis à une amende importante. Donc, il est vraiment très, très important de bien préparer son plan d'intégration, de bien rédiger la clause de droit de regard de l'acheteur, de façon à pouvoir maîtriser ce risque. Alors là, on a synthétisé un petit tableau, on a synthétisé dans un petit tableau les recommandations, les risques et les recommandations pratiques pour éviter d'être pris en situation de gun jumping. Voilà, ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est de bien veiller à souscrire des engagements de NDA, d'un Disclosure Agreement, d'envisager la création de Clean Team, de maîtriser la circulation d'informations dans le cadre de Data Room, et également de bien maîtriser la clause de droit de regard de l'acheteur, et de bien maîtriser le process d'intégration. Alors, une fois qu'on a caractérisé une opération de concentration, je dirais soumise à contrôle, quelle est la nature du contrôle de l'autorité de la concurrence? Alors, l'objectif de l'autorité de la concurrence, c'est de vérifier que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par la création, le renforcement d'une position dominante ou d'une puissance d'achat, une puissance de vente excessive. Alors, l'analyse est, je dirais, dans ses grandes lignes, est toujours à peu près la même. L'autorité définit les marchés pertinents. Ensuite, elle va vérifier les parts de marché et vérifier si l'un des grands risques de concurrence est présent. Donc, il y a 4 grandes gammes de risques de concurrence possibles. Le premier, ce sont les risques d'effets horizontaux. Donc, ça va viser les rapprochements entre concurrents. Donc là, on va vraiment bien regarder les parts de marché résultant de l'opération, et éventuellement proposer des remèdes de façon à faire en sorte que la nouvelle entité n'ait pas de puissance excessive. Donc souvent, par exemple, on a, je prends l'exemple Fnac Darty, où pour éviter des situations locales de position, de situation de force excessive, on a imposé à la nouvelle entité de céder à des tiers des magasins.
La deuxième grande gamme de risques, ce sont les effets verticaux. Donc, c'est la situation dans laquelle vous avez une intégration verticale entre, par exemple, un fournisseur et un distributeur, voilà, donc c'est vraiment de l'intégration verticale. Là, dans ces situations-là, voilà, il peut y avoir des remèdes comportementaux visant à réduire, par exemple, les exclusivités, ouvrir certains marchés, ouvrir certains accès. La troisième grande gamme de risques, ce sont les effets congloméraux. C'est la situation dans laquelle on a un rapprochement entre deux opérateurs présents sur des marchés connexes. C'est par exemple, je suis un laboratoire présent sur une thérapeutique particulière et je vais acheter un autre opérateur qui a une thérapeutique complémentaire à la mienne. Enfin, la dernière gamme de risques, c'est ce qu'on appelle les effets coordonnés, qui visent la situation dans laquelle on a deux opérateurs généralement concurrents qui vont créer une entreprise commune, qui vont prendre des participations dans une entreprise commune. Et là, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de création de position dominante collective ou de duopole qui serait nocive pour le marché. Alors, très rapidement, dans l'analyse, il peut y avoir, enfin, l'autorité peut être amenée à être moins exigeante lorsqu'on est dans une situation de prise de contrôle d'une entreprise défaillante, en situation de faillite ou de quasi-faillite. Là, effectivement, voilà, l'autorité, elle peut être amenée à être beaucoup plus conciliante et à autoriser des opérations que habituellement elle serait amenée à interdire. Mais bon, en pratique, c'est une situation qu'elle admet de façon hyper exceptionnelle. Moi, personnellement, je ne l'ai quasiment jamais vu passer. Alors, une fois que l'instruction est achevée, donc vous avez 3 types de décisions possibles que peuvent prendre les autorités de la concurrence. Donc, une autorisation pure et simple, c'est la majorité des cas. Vous avez également l'interdiction pure et simple de l'opération. Alors, l'autorité de la concurrence, généralement, n'interdit pas les opérations, c'est rarissime. C'est plutôt le cas de la Commission européenne. Alors, elle interdit rarement, mais elle peut interdire quand même. Là, dans le slide, on vous indique que depuis 90, elle a interdit quand même 30 opérations qui lui ont été présentées. Voilà, celle qui a été l'une des interdictions les plus récentes et qui a donné lieu à une importante couverture médiatique a été le refus de la fusion, du rapprochement Alstom-Siemens. Et entre ces deux extrêmes, donc vous avez une situation qui est minoritaire, mais quand même qui n'est pas rare, qui est celle d'engagement assorti de remèdes présentés par les parties, on parle à ce moment-là d'engagement, ou imposés par l'autorité. Et là, ce sont des injonctions, des injonctions d'avoir à faire ou à ne pas faire, imposées par les autorités de la concurrence. Alors, vous avez donc 2 types de remèdes généralement qui sont envisagés. Des remèdes dits structurels, c'est-à-dire je vais céder une activité, une branche d'activité ou un actif, ou des engagements comportementaux qui sont moins privilégiés par l'autorité. Ce sont des engagements qui vont s'étaler dans la durée, qui vont être contrôlés généralement par un mandataire et qui vont consister en une obligation de faire, de ne pas faire. Par exemple, le fait de renoncer à des exclusivités, le fait de renoncer à faire des remises de couplage, le fait de renoncer à faire des ventes liées. Mais encore une fois, c'est des remèdes qui sont peu prisés par l'autorité de la concurrence, dans la mesure où elles impliquent un contrôle dans la durée qui est générateur de temps et de tracas pour l'autorité de la concurrence. Alors, simplement aussi, point important pour l'autorité de la concurrence, il est vrai qu'elle n'interdit généralement jamais les opérations. Parfois, elle peut exiger des remèdes qui sont tellement exigeants et contraignants que ça amène certains candidats à renoncer purement et simplement à leur opération. Donc, on a eu un cas récemment où c'était le groupe Deco qui souhaitait racheter un concurrent Métrobus. Mais voilà, l'autorité était assez défavorable à l'opération. Elle a imposé un niveau de remède extrêmement élevé et au final, Deco a dû renoncer à son projet.
Alors, très rapidement, sur la procédure de contrôle, je ne vais pas vous la passer en détail, je vais simplement vous brosser quelques grandes caractéristiques. Il faut que vous ayez effectivement à l'esprit que c'est une opération longue. On a un dossier de notification à constituer qui est, voilà, qui est en fonction des opérations, qui peut être assez long et qui peut parfois nécessiter l'assistance d'économistes. Vous avez donc trois grandes phases. Donc la phase 0 qu'on appelle pré-notification, ça c'est une phase obligatoire, même si elle est présentée comme simplement conseillée. C'est le fait de transmettre à l'autorité le projet de dossier de notification de façon à ce qu'elle puisse voilà, poser des questions sans être contrainte par un délai particulier. Une fois que le projet est suffisamment abouti, l'autorité ou la commission autorise les opérations à débuter la phase 1, phase 1 qui va durer 25 jours. 25 jours ouvrés, et qui va donner lieu à terme à une décision. Pour les opérations les plus, je dirais, qui impliquent le plus de problématiques de concurrence, et elles sont très rares, on passe à ce qu'on appelle une phase 2, donc qui va durer pour le coup longtemps. Donc, sur les 25 jours ouvrés, il faudra ajouter 65 jours ouvrés avec de nouveaux tests de marché, une séance orale de l'autorité de la concurrence et donc vraiment un travail extrêmement conséquent. Le point important à préciser également, c'est que les tiers ont leur mot à dire au cours de cette opération, et ça c'est important à souligner. Je pense que vous avez sans doute tous été interrogés par des autorités de concurrence dans le cadre de tests de marché ou de tests d'engagement. C'est-à-dire que lorsque vous avez un concurrent ou un partenaire commercial qui envisage une opération de concentration, l'autorité de la concurrence va tout d'abord publier l'opération sur son site internet et inviter les tiers à faire part de leur remède, de leur analyse, de leurs inquiétudes sur l'opération. Donc c'est vraiment un point intéressant si jamais une opération se réalise et qu'elle suscite de votre part une inquiétude particulière. Donc dès que l'opération est annoncée, vous pouvez vous rapprocher de l'autorité pour faire part de vos inquiétudes. Ce qui peut se passer également sur les opérations les plus, peut-être de niveau un peu plus complexe, c'est que l'autorité vienne contacter directement certains partenaires, en tout cas les principaux opérateurs du secteur, pour leur demander leur avis. Elle envoie un questionnaire de plusieurs pages demandant de façon extrêmement détaillée, circonstanciée, ce que vous pensez de l'opération. Et enfin, troisième moment d'intervention des tiers, c'est au niveau de la proposition de remède. Donc les parties à l'opération proposent un remède et de manière générale, ces remèdes sont présentés au marché. Donc en gros, l'autorité envoie la copie des remèdes aux opérateurs du secteur de façon à ce qu'ils puissent lui remonter leurs observations. Donc c'est vraiment un point important parce qu'il peut vous permettre en tout cas d'engager un dialogue avec l'autorité de façon à ce que l'autorité puisse concevoir des remèdes pour que l'opération soit la moins nocive sur le marché. Alors, au niveau des sanctions, alors vous avez deux types de sanctions possibles qui sont attachées à la procédure de contrôle des concentrations. Tout d'abord, vous avez de premières sanctions qui sont liées au non-respect des remèdes. Donc il y a un certain nombre d'obligations qui sont imposées aux parties. Si jamais elles ne l'exécutent pas, à ce moment-là, elles peuvent se voir sanctionnées au moyen d'amendes assez importantes. Donc voilà, on a pas mal de précédents là-dessus. On a eu, par exemple, Canal+, qui a été très très lourdement sanctionné pour non-respect d'engagement. Un non-respect d'engagement peut amener à un retrait de l'autorisation et à l'obligation d'avoir à renotifier l'opération avec à la clé de nouveaux remèdes.
Alors, l'autre type de sanction possible vise le cas du gun jumping, donc à savoir un défaut de notification d'opération. Donc là, l'amende encourue est extrêmement lourde. Donc au niveau national français, c'est 5% du chiffre d'affaires total monde, donc chiffre d'affaires groupe, hein, j'entends, réalisé par toutes les entreprises concernées. Au niveau européen, le seuil maximal de sanction monte à 10%. Donc comme indiqué dans le slide, on a des situations d'amende de plus en plus importantes. Enfin, en tout cas, c'est un contentieux qui croît. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, Altis a été récemment condamné pour avoir notifié l'opération et l'avoir réalisée de façon anticipée. Donc, la sanction infligée a été de 80 millions d'euros. Alors, au final, une fois que la décision est délivrée, il y a effectivement des facultés de recours. Donc en France, le recours peut être fait devant le Conseil d'État, et au niveau européen, il peut être fait devant le tribunal de l'Union. Donc devant le Conseil d'État, c'est un recours pour excès de pouvoir classique. Alors j'en arrive à la conclusion de ces 3 séances de formation. Alors, certes, le droit de la concurrence est un droit sans doute assez complexe. On a essayé, je dirais, de vous en présenter les grandes lignes directrices de façon à ce que vous puissiez identifier les principales situations à risque. Alors, c'est évidemment donc un risque à prendre très très au sérieux. Donc, comme vous l'avez vu, les sanctions sont extrêmement élevées. Également, les outils de sanctions des autorités de la concurrence sont importants. On a vu la clémence. Vous avez vu avec Anaïs les moyens d'investigation vraiment très très forts de l'autorité de la concurrence. J'attire également votre attention sur la situation actuelle d'état d'urgence sanitaire, parce que, en fait, souvent, les dérapages de concurrence interviennent souvent dans des situations de crise. On voit par expérience que les cartels, s'ils surviennent, c'est souvent par état de nécessité, parce qu'on est sur un marché difficile, parce qu'il y a une crise. Et souvent, on peut être tenté de se rapprocher entre concurrents, notamment au sein d'associations professionnelles. Et donc, vraiment, je pense qu'on est actuellement dans une situation vraiment à risque. J'appelle vraiment à votre vigilance la plus forte, notamment pour ce qui concerne les associations professionnelles. Alors, certes, c'est un risque à maîtriser, mais le droit de la concurrence peut aussi être une opportunité pour obtenir la sanction de certains comportements. Alors, il faut savoir que, ça c'est vraiment un ressenti d'avocat, mais parfois certaines entreprises ont pour stratégie de déposer une plainte qui peut être finalement assez peu, ou en tout cas assez partiellement fondée, mais ça peut avoir une vertu dans le sens où une plainte peut avoir pour effet finalement d'amener par exemple l'entreprise dominante qui en est l'auteur à s'auto-corriger et à avoir un comportement vertueux, dans la mesure où elle sait qu'elle sera sous l'œil de l'autorité de la concurrence, et que ces instructions-là sont de longue durée. Donc parfois ça peut être effectivement ça peut aboutir à une sanction, mais ça peut aussi, une plainte par exemple peut amener un opérateur peu vertueux à corriger de lui-même ses comportements. Ça peut être également aussi une arme défensive pour s'opposer au développement d'un concurrent, et ça, on l'a vu au travers du contrôle des concentrations. L'autorité de la concurrence demande aux principaux opérateurs de lui remonter leur analyse, et ça peut être le moyen de corriger par des remèdes appropriés des problématiques de concurrence que l'on peut entrevoir. Voilà, alors on va terminer le propos par quelques petits cas pratiques. Je vais laisser la parole à Anaïs sur les cas pratiques qui concernent plus particulièrement les enquêtes de concurrence. Oui, donc merci Fernanda. Donc, premier petit cas pratique sur les enquêtes de concurrence. Des personnes se présentant comme des enquêteurs de l'autorité de la concurrence se présentent dans votre entreprise pour effectuer une opération de visite et saisie, c'est-à-dire une perquisition de concurrence. À votre avis, quels sont les premiers réflexes à avoir pour accueillir les enquêteurs? Vous pouvez déverrouiller votre micro pour
pour donner votre avis sur ce sujet. Si personne ne se lance, je vais donc vous rappeler les premiers réflexes à avoir pour accueillir les enquêteurs. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de vérifier l'identité des enquêteurs, leur pièce d'identité, leur carte professionnelle, et demander la décision d'autorisation de la perquisition qui va fixer l'objet de l'enquête. Et puis ensuite, il faut prévenir immédiatement le service juridique et les avocats, et accueillir les enquêteurs dans une salle de réunion, idéalement une salle vide dans laquelle il n'y a pas de documentation. Deuxième petit cas pratique qui concerne également le début de la perquisition. Les enquêteurs arrivent, vous prévenez vos avocats et vous informez les enquêteurs que vos avocats sont en chemin pour assister à la perquisition. Vous leur demandez d'attendre l'arrivée des avocats. À votre avis, est-ce que les enquêteurs doivent attendre l'arrivée des avocats, ou alors est-ce qu'ils peuvent refuser et commencer immédiatement les investigations? Oui, ils peuvent refuser. Alors effectivement, ils peuvent tout à fait démarrer tout de suite leurs investigations. Ils n'ont aucune obligation d'attendre l'arrivée des avocats, mais vous pouvez quand même le tenter et essayer de demander d'attendre quelques minutes l'arrivée des avocats. Dans tous les cas, les enquêteurs ont vraiment la main là-dessus et ils peuvent tout à fait commencer tout de suite l'investigation. Alors là, maintenant, on va faire deux petites questions de quiz. Dans le cadre d'une enquête lourde, donc une perquisition de concurrence, les enquêteurs de l'autorité de la concurrence peuvent fouiller les véhicules et les domiciles personnels. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est exact. ouais. Oui, vous avez raison. Le pouvoir de fouille des enquêteurs ne se limite pas aux locaux professionnels. Ils peuvent également aller au domicile personnel de certains salariés. Alors, un point important, c'est que les perquisitions à domicile, ça n'est pas rare, hein. Je pense qu'en interne, vous pouvez relayer ce message-là. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du domaine de l'exceptionnel. C'est clair. Et puis, dernière question, s'agissant des enquêtes et des perquisitions. Dans le cadre d'une enquête lourde, donc une perquisition de concurrence, les enquêteurs de l'autorité de la concurrence peuvent saisir les téléphones portables professionnels, mais pas les téléphones portables personnels des collaborateurs. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. C'est faux. Effectivement, les enquêteurs peuvent absolument tout saisir dès l'instant que cela rentre dans le champ de l'enquête. Et donc, ils peuvent tout à fait saisir des téléphones personnels ou parfois, il peut y avoir d'ailleurs des éléments professionnels sur ce téléphone, des mails. Et puis, ça peut également permettre de voir si le collaborateur a eu des échanges, des contacts illicites avec un concurrent en utilisant son téléphone personnel. Alors, il y a un point de vigilance là-dessus parce qu'on a eu cette question-là. Certains, parfois, peuvent penser qu'en utilisant WhatsApp ou d'autres applications de ce type, on est protégé. Ce n'est pas le cas, en fait, hein. Ils peuvent demander à avoir vos smartphones personnels et professionnels et demander les codes nécessaires pour pouvoir consulter les fils de discussion. Ça me fait penser, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, en cas de perquisition dans les entreprises, lorsque les enquêteurs saisissent des disques durs, des messageries par exemple, il faut savoir que les éléments supprimés ne sont pas vraiment supprimés. On peut toujours y avoir accès et les enquêteurs, ils ont les outils qui vont permettre d'aller très profondément dans les ordinateurs et dans les messageries et de récupérer des éléments que vous croyez avoir supprimés, mais en réalité, ils existent toujours. J'avais oublié de vous le préciser. Là, Fernanda, je te laisse la main peut-être sur le cas pratique concernant le contrôle des concentrations. Alors, vous souhaitez acquérir une participation de 20% du capital et des droits de vote d'une société qui est détenue par deux autres sociétés à hauteur de 50% et 30% respectivement. Vous souhaitez que le business plan de la cible ne puisse être adopté qu'à l'unanimité des actionnaires. Cette opération est-elle une opération de concentration? Alors, oui. ça va viser. Oui, exactement.
Exactement. Exactement. Donc, à partir du moment, en fait, on est sur cette notion-là, on est assez proche de l'article L233 du Code de commerce. À partir du moment où on donne même une action à un actionnaire minoritaire et que cette action, en fait, confère un droit de veto sur le BP, à ce moment-là, la question du contrôle des concentrations va se poser. Il y a bien un contrôle, il y a bien un droit de regard sur la stratégie commerciale de l'entreprise. Voilà. Alors, une entreprise a notifié un projet d'acquisition d'une société concurrente à l'autorité de la concurrence. Le dossier est actuellement en cours d'instruction. Afin d'éviter toute perte de temps pendant l'instruction du dossier et rester compétitif sur un marché en perpétuelle évolution, l'entreprise notifiante décide de commencer à travailler avec la cible sur de nouvelles offres. L'objectif est de pouvoir les lancer rapidement après l'autorisation de l'autorité de la concurrence. Alors, possible ou pas possible? Pas possible. Pas possible. Donc là, ça vise, je pense que vous l'avez compris, la situation qui a donné lieu à la condamnation d'Altis. C'est-à-dire que quelques jours après ou quelques heures après la décision de l'autorité de la concurrence, ils ont sorti une offre associant des éléments d'Altis et des éléments de la cible SFR. Donc ça a vraiment beaucoup surpris les concurrents qui ont demandé à l'autorité de la concurrence de faire une investigation. Et c'est là où l'autorité de la concurrence a vu à quel point Altis s'était rapproché de SFR avant sa décision. Voilà, donc nous en avons fini. Est-ce que vous avez d'éventuelles questions sur les points qui vous ont été présentés? Alors Oui. là, je vois qu'il y a une petite question. Au-delà de la sanction, est-ce qu'in fine, Altis avait eu le OK pour sa concentration? Oui, en fait, elle a d'abord eu son autorisation et ensuite, c'est après en fait que les investigations sur le gun jumping ont commencé. Donc d'abord autorisation et après il y a eu des plaintes de la part de concurrents et c'est après donc qu'il y a eu les investigations. Il y a eu amende prononcée à l'encontre d'Altis, mais l'autorisation n'a pas été retirée. Ok, donc je pense qu'on peut clore en fait si vous n'avez pas d'autres questions, on peut clore voilà, cette séance. On vous remercie de votre... Je vois, il y a une petite question, Ah, pardon. excuse-moi, dans le chat qui vient juste d'apparaître. Quelles sont vos recommandations pour la constitution d'une clean team? Alors, c'est vraiment du cas par cas. C'est une question très générale. Bonjour, Ouais. désolé, je prends la parole. Une question très générale et très difficile. Et pour spécifier, en fait, quelles sont vos recommandations pour la constitution d'une clean team au regard des salariés de l'entreprise? Parce qu'il y a un moment, les recours, c'était les clean teams ne peuvent être constitués que de tiers à l'entreprise. Voilà, donc c'est une solution qui en pratique est juste impossible à mettre en œuvre. Donc, quelles sont vos principales recommandations en fait pour avoir Alors, des juristes par exemple, mais pas que des juristes, des opérationnels de l'acquéreur potentiel ouais. dans la Ouais, crise? alors, c'est vraiment une question, je dirais, au cas par cas. Alors, c'est vrai, comme vous dites, avoir que des tiers à l'entreprise, c'est pas jouable. Donc, ce que l'on conseille, en général, c'est d'éviter, notamment les commerciaux qui sont sur le terrain et qui, sur le terrain, voilà, si jamais on leur donnait des informations, sur le concurrent, dont l'acquisition est envisagée, pourraient, voilà, utiliser l'information dans le cadre du quotidien. Donc, voilà, les personnes, les profils que l'on a en tête, c'est surtout des personnes, des profils de type DAF, parce que c'est normal qu'ils puissent apprécier la valeur de l'entreprise. À l'inverse, les personnes à problème, ce sont les commerciaux, notamment les commerciaux de terrain, et les directeurs commerciaux, et ce qui est directeur des ventes. Là, il faut vraiment vérifier si c'est indispensable. Si c'est absolument indispensable, il faut prendre quand même un niveau hiérarchique assez élevé. Lui faire signer impérativement un NDA. Et si vraiment on voit que ça ne colle pas, enfin, qu'il y a vraiment des soucis à ce moment-là, sur les données les plus confidentielles, on va peut-être faire intervenir un tiers qui va qui pourra essayer de globaliser, d'agréger un petit peu l'information
pour éviter qu'il ait de l'information de détail, par exemple sur les, je ne sais pas, hein, sur les remises accordées à certains clients. Vous voyez, donc voilà, donc ce que j'ai pour synthétiser les DAF, bon, c'est assez classique, ça ne me pose pas trop de problèmes. À l'inverse, attention aux directeurs commerciaux et peut-être pour sortir un peu de la difficulté, voir si on peut passer par un tiers qui va agréger l'information la plus sensible. Ok, merci. Vous avez d'autres questions peut-être? Bon, alors l'heure, voilà, on arrive quasiment voilà, sur l'heure indiquée. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Ce que nous allons faire, c'est vous adresser le support de la formation. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura la possibilité d'écouter, si vous le souhaitez, le support oral également avec les slides. Donc n'hésitez pas, si vous ne les avez pas reçus, à revenir vers nous pour les demander. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.